Bonjour, bienvenue dans Lumière intérieure, une lumière que nous allons braquer cette semaine sur un humoriste et comédien que vous connaissez sans doute, Philippe Chevalier. Bonjour. Bonjour. Bonjour Philippe, merci d'être avec nous. En cette rentrée, une rentrée active pour vous sur les planches, puisque vous êtes à l'affiche de 2 pièces. Une nouvelle pièce, Les Tontons Farceurs, avec Nathalie Marquet, une pièce qui rend hommage à Michel Audiard. L'auteur, c'est Bruno Druard et Patrick Angonin, mise en scène par Olivier Massé, on en reparlera. Et puis une reprise, c'est Panique au ministère, qui a déjà fait un carton en salle, Molière, il n'y a pas si longtemps, où vous campez un ministre de l'Éducation nationale, on en reparlera. Alors, donc là, c'est une reprise. Ça fait du bien de revenir en scène, sur scène, et de revoir ce public que vous n'aviez pas vu pendant pas mal de temps. Pendant un certain temps, comme disait Fernand Reynaud, à propos du refroidissement du fût du canon. Beaucoup de temps, donc on reprend avec enthousiasme, avec légèreté, le cœur plein d'amour. Alors c'est évidemment une partie de plaisir, mais il ne faut pas oublier que le travail d'acteur n'est pas qu'une partie de plaisir. En fait, ce qui est formidable, c'est de pouvoir être sur scène et de jouer devant un public, mais ce qui est un peu astreignant, et puis puis avec l'âge, ça ne s'arrange pas, c'est d'apprendre un texte. Et là, vous en avez 2. Alors, en plus, j'en ai 2. Alors, il y en a un que j'avais déjà appris l'année dernière. Voilà, c'est ça. Et l'autre, je suis frais émoulu de l'apprentissage de ce texte des Tontons Farceurs, qui n'est pas facile d'ailleurs parce qu'il est assez piégeux ou piégeant. Parce que comme c'est à la manière d'Audiard, c'est une musique, moi, que j'adore. Il y a une espèce de balancement, mais il ne faut pas se tromper parce qu'on ne peut pas mettre un mot à la place de l'autre. C'est comme de la poésie, en fait. Enfin bref, alors donc on a repris, tout à fait enthousiaste. On a joué récemment, pas plus tard que... là, on était dimanche dernier au Lude. Ça, c'était quelle pièce ? Ça, c'était les Tontons Farceurs. Vous ne confondez pas les textes, quand même. Non, pour l'instant, pas encore, mais parce que c'est le début. Faites-nous le pitch. Comme on dit, c'est pas très français. Les Tontons Farceurs, c'est très facile. C'est un tenant. Alors ça se passe d'abord dans les années 60, en 63, en pleine époque gaulienne de la France d'aujourd'hui. Je suis le tenancier d'un cabaret, un peu louche, qui a des chanteuses et pas que des chanteuses, qui a une clientèle d'étrangers et de Français. Et puis je flirte avec le banditisme. Mais je suis un bon bandit, je suis pas un méchant gars, parce que Et il y a une histoire d'amour entre un flic qui vient faire une enquête sur un cadavre qui a disparu et qu'on trimballe d'une pièce à l'autre sans que le flic le retrouve. Et puis il se trouve que le flic tombe amoureux de la chanteuse, etc. Voilà le pitch. Mais on est plongé dans une ambiance à la Audiard. Alors c'est à la manière d'eux, bien sûr, il n'y a pas d'emprunt direct, bien entendu. C'est très rigolo, très amusant. Les personnages sont caricaturaux et c'est ça qui est drôle à jouer. Alors on a une chanteuse qui est merveilleuse, qui est une star, qui ne fait pas un rôle de composition parce qu'elle est elle-même une star, c'est Nathalie Marquet, qui joue très bien, qui est très belle, qui est charmante. Il y a une actrice belge qui joue la Dame Pipi, avec beaucoup de truculence et de vérité, mais surtout elle a énormément de talent, elle est très drôle. Puis j'ai un homme de main, qui est un type un peu abruti, qui s'appelle Valentin, qui est joué par David Leroc. Puis j'ai mon complice de toujours, Bruno Chapelle, qui joue le flic fouineur et qui va se laisser tenter par toutes les bonnes choses qui sont sur Terre et qui sont temporelles, pas très spirituelles. Prochaine date ? Prochaine date, Alors attendez, Cléon la traverse. C'est en Normandie, c'est près d'Ormans. Oui, puisque vous partez en tournée. Oui, alors malheureusement, pour l'instant, on ne joue pas à Paris. Moi, je piaffe d'impatience de jouer à Paris, mais ça va venir, parce qu'il est question qu'on joue cette pièce au printemps à Paris, au théâtre de l'Alhambra. Mais pour l'instant, c'est encore que dans les tuyaux. Donc, Et là, on a pas mal de dates. Voilà. Et puis, je cumule les mandats, comme les hommes politiques. Et donc, je joue aussi dans Panique au ministère. Et comme je disais, heureusement, pas de confusion. Là, je suis avec Julie Arnold, avec Rebecca Hampton, deux autres très jolies femmes et un jeune garçon qui s'appelle Nathan Martin. Je fais ça parce qu'il est très grand. Et là, pas de piège dans ce texte-là, que vous connaissez sur le bout des doigts maintenant. Dans tous les textes de théâtre, il y a des pièges. De toute façon, le plus difficile, et c'est ce que parfois les profanes n'envisagent pas, c'est pas la mémoire au sens où le travail de comédien commence quand la mémoire disparaît. C'est-à-dire qu'il faut d'abord avoir le texte en bouche, en tête et dans les jambes,
Et à partir du moment où tout devient comme ça, presque automatique, on n'a plus besoin de se rappeler quoi que ce soit. C'est là que commence le travail du comédien. C'est pour ça que l'apprentissage est long. Et d'ailleurs, au cinéma, c'est difficile aussi parce que les gens pensent aussi qu'on peut reprendre ad libitum, mais ce n'est pas vrai. On ne peut pas reprendre tout le temps. D'abord, donc il faut savoir son texte, mais sur des périodes beaucoup plus courtes. Donc il y a un marathon qu'est le théâtre et il y a une course de 100 mètres qui est le cinéma. Et cet apprentissage, comment vous l'organisez ? Bêtement. Comme un... Ça prend combien de temps quand même d'apprendre une pièce de théâtre comme ça, chacune le bon timing pour une pièce d'1h30, 2 heures, c'est 5 semaines, à raison de 5-6 jours par semaine. Ça, c'est pour connaître le texte par cœur ou pour en être déjà à l'incarner totalement ? Ça dépend des individus. Moi, j'ai, par exemple, dans Julie Arnold, qui joue avec moi dans Panique au ministère, qui a repris le rôle d'Amanda Lear, elle apprend très très vite. Les femmes, d'ailleurs, sont des bosseuses. Hein. Nathalie Marquet aussi, c'est des bûcheuses. Les hommes, on est un peu plus feignants. Je ne sais pas pourquoi, mais il paraît que c'est partout pareil. Oui, il paraît. Donc 5-6 semaines pour vraiment totalement... Oui, une répétition d'une pièce, c'est 1 mois et demi en gros. Alors il y a des fous furieux. Par exemple, Olivier Lejeune, avec qui j'ai travaillé il y a 2 ans. Olivier, il est comme Patrick Sébastien, ce sont des hypermnésiques. Ah oui. Ils répètent une pièce en 3 jours, j'exagère, mais ce sont des fous, ce sont des anormaux. Et moi, je n'ai pas... chance. Oui, c'est la chance. Ça, c'est vrai que pour des comédiens, c'est une chance. Enfin, en tout cas, je suis très heureux dans ces 2 distributions. Ouais. Je m'amuse beaucoup. Donc et puis renouer avec le public aussi, la scène, parce qu'après ce confinement, comment l'avez-vous vécu, ce confinement ? Moi, je le dis sans aucun humour, évidemment. Je dis que le confinement ne me dérange pas parce que j'ai une vie intérieure très riche. Mais je le dis sans humour, bien sûr. Et donc ça ne m'a pas dérangé parce que je fais mes choux gras de ce qui se présente, de toutes les occurrences. Mais c'est vrai que d'abord, sur le plan financier, c'est une catastrophe. Moi, j'avais un peu d'argent de côté, donc ça allait. Mais j'ai des amis comédiens et comédiennes qui, malgré les aides qui sont réelles, qui ont été distribuées, sont dans la panade la plus totale. Parce que quand vous arrêtez de jouer pendant 1 an et demi, vous vivez de quoi ? Même si on vous donne une béquille, ça ne vous permet pas de faire le pèlerinage de Compostelle à genoux, si je puis dire. Donc c'est une vraie réalité. Et puis, il y a aussi le besoin d'exercer son métier. Et alors moi, j'ai fait malheureusement peu de cinéma dans ma vie, je le regrette, j'ai fait peu d'images. 7 films, je crois, à peu près ? Oui, 7 ou 8 films, plus quelques téléfilms. Mais enfin, c'est pas énorme dans une carrière qui a 40 ans. Plutôt un homme de théâtre, oui. Voilà, je suis plus... Mais c'est d'ailleurs une nécessité. C'est pas un choix. Hein. Vous savez, moi, je crois que dans la vie, on ne choisit pas grand-chose. On prend ce qui se trouve. Non, il n'y a pas de choix. Les gens qui font des plans de carrière, j'y crois pas du tout. C'est une plaisanterie. Il n'y a pas de choix. Non. Tout est prédestiné, prédéterminé ? Ça nous amène... Il n'y a pas de hasard. Je n'ai pas dit ça non plus. Je dis qu'au contraire, il peut y avoir des occurrences, des hasards, et l'habileté ou l'opportunisme fait qu'on saisit les perches qui vous sont tendues. Mais moi, par exemple, je veux faire du cinéma, je ne vais pas appeler monsieur Nicolas Seydoux en disant « Dites donc, Nicolas, j'aimerais bien tourner un film ». D'abord, il ne va pas me prendre au téléphone. Il va me dire « Qui êtes-vous, monsieur Chevalier ?»« Ah oui, c'est vous le guignol, là. » Oui, bon, donc, non, mais on ne choisit rien. On n'a choisi rien. On accepte les propositions ou on les refuse, le cas échéant. On en refuse de moins en moins parce qu'il y a tellement d'offres. Enfin, plutôt, il y a tellement de demandes qu'il y a beaucoup d'offres, mais il y a beaucoup de demandes. Donc, quand on vous propose... Là, j'ai tourné, par exemple, au mois de juillet, 2 jours avec Nicolas Vanier, ce grand réalisateur. J'étais ravi, d'ailleurs, parce que c'est une distribution éblouissante. Alors, il y avait beaucoup de belles actrices, mais je n'étais pas avec les actrices. Moi, j'étais avec les acteurs. Donc, j'étais avec François-Xavier de Maison, j'étais avec Elmos Nino, De Groot, André Penverne. Donc, j'étais ravi de tourner avec eux, mais je n'ai tourné que 2 jours. J'étais ravi de tourner, mais ce n'est pas moi qui ai demandé à Nicolas Vanier. Est-ce que, voilà. Non, mais au théâtre, c'est un peu la même chose. Hein. Ce que vous préférez quand même, c'est la scène. Alors, oui, ce que je préfère, c'est la scène, oui. Mais c'est parce que je suis plus habitué, je suis plus dans mon élément. Et je trouve ça... Zone de confort. Comment ? Dans votre zone de confort. Oui, la zone de confort. Oui, j'adore cette expression que j'ai apprise d'ailleurs il n'y a pas très longtemps à cheval. Parce que j'ai une... Moi, je l'ai apprise au théâtre. Ah oui, vous l'avez apprise au théâtre, la zone de confort. Parce que vous faites du théâtre. Non. J'ai fait un peu de cours Florent. Ah, voilà, c'est bien ça. Oui. C'est bien. C'est bien. Peu importe, on ne parle pas de moi, on parle de vous. Oui. Donc, à cheval, oui, j'avais une camarade cavalière, là, c'était l'année dernière.
j'avais l'habitude de monter une petite jument que j'aimais beaucoup, puis hop, je change le moniteur, notre instructeur me donne un autre cheval. Alors je dis, bon, ça ne m'inspire pas. Et puis, tu sors de ta zone de confort, et je ne connaissais pas l'expression. Ah oui, c'est amusant. Voilà. Non, mais j'aime beaucoup le théâtre, parce que je trouve que le théâtre, on est en rapport avec le public, et ça permet justement, le théâtre, d'improviser. Or, on n'improvise réellement que sur quelque chose qui est parfaitement établi. L'improvisation pure vient quand on sait déjà tout. Il y a le fondement. Voilà, tout. On ne peut pas improviser ex nihilo. De même que d'ailleurs, je crois mal aussi, je ne crois pas du tout aux cours d'improvisation. Je trouve complètement antinomique de suivre des cours d'improvisation. Parce qu'on ne peut pas apprendre à improviser. Ça n'a pas de sens. Ça permet de travailler l'imagination. Non, c'est du pipeau. Enfin, pour moi, c'est du pipeau. Vous avez toujours aimé faire rire? Oui. Ouais. J'ai toujours aimé faire rire, et malgré moi. D'ailleurs, je pense que je continue. Je pense que j'ai travaillé, vous savez, pendant 35 ans avec quelqu'un qui avait cette grâce d'avoir ce qu'on appelle, ce que les Romains appelaient la vis comica, c'est-à-dire la force comique, que j'ai aussi en partie. C'est-à-dire que je pense que c'est comme, j'entendais Louis de Funès dire ça, c'est quand même un don au départ. On fait rire, parfois malgré soi. Si on peut faire rire par la technique, en travaillant un texte avec évidemment, mais le comique profond émane de quelqu'un, c'est une grâce, comme on est blond, on est bleu, on n'est pas bleu, on est blond aux yeux bleus ou brun aux yeux noirs, c'est un don. Quel que soit le public qui est en face, vous parlez de votre ami, on pense bien sûr à Régis Laspalès. La scène, ça me branche, ce qui me dérange, c'est le public. Vous vous souvenez de ce sketch? Ah oui, alors qu'est-ce que... Ah oui, alors ça, c'est un sketch sur le cinéma. Oui, sur le cinéma, justement. C'est ça, on a fait une espèce de parodie avec un producteur de l'interview d'un auteur branché qui n'a aucun succès, qui n'a aucun succès public, mais qui a une notoriété. D'ailleurs, souvent, vous savez, on s'aperçoit que la popularité et la notoriété sont antinomiques, ce qui ne devrait pas être le cas. Ce qui est moins le cas aux États-Unis qu'en France. Parce qu'en France, on est un peu snob. C'est dommage, mais c'est comme ça. Bon, pas toujours. Les grosses têtes, c'était pas très snob. Vous y étiez pendant de nombreuses années. Vous poursuivez avec... Les grosses têtes étaient une émission populaire, mais animée, et je ne critique pas du tout Laurent Ruquier, mais animée par quelqu'un qui a cet apanage très rare d'être admiré par les duchesses et les concierges. Et il y a très peu de gens comme ça. C'est-à-dire qui sont populaires. D'abord, il faudrait dire à nos pseudo-intellos que être populaire, c'est la noblesse de ce métier, mais d'aucuns ne le comprennent pas. Et Bouvard était justement dans cette tranche très réduite de gens qui sont populaires. Je pense à un écrivain comme Jean d'Ormesson, par exemple. Jean d'Ormesson, il était lu par tout le monde et il était populaire, quoique très élaboré intellectuellement. Bien sûr. Et maintenant, vous poursuivez, donc il n'y a plus les grosses têtes, mais il y a la revue de presse. Alors, j'ai la revue de presse sur Paris Première, avec un groupe de gens rigolos, charmants. Alors, les gens du cabaret. Ça aussi, c'est un média qui vous plaît. Oui. La télé, la radio. Oui. Ouais. Ah oui, mais j'aime beaucoup la télé et la radio. J'aime beaucoup ça. Et alors, dans la revue de presse, c'est génial, parce que j'ai été accueilli les bras ouverts par Jacques Maillot, Bernard Mabille, enfin toute la troupe, par la chaîne elle-même. Et alors, j'ai un apanage, là aussi, je remploie le mot, j'ai un privilège, c'est de faire des portraits des gens, des invités. Alors ça, c'est très marrant, parce que, d'abord, heureusement, j'ai recours à Wikipédia, parce qu'on ne reçoit pas toujours des gens hyper connus, que ce soit dans la politique ou dans la littérature. Donc, c'est Internet. Internet est une base pour moi, mais je mets un point d'honneur à ne pas trop utiliser Wikipédia, parce que je ne vais pas répéter comme un perroquet ce qui a marqué sur Wikipédia. Donc, souvent, je fais des digressions. Je ne parle pas vraiment de mon invité, ce qui, dans la plupart des cas, les amuse quand même. D'abord, il y a deux solutions. D'abord, soit les gens n'aiment pas qu'on parle d'eux, enfin, sur ce que l'on sait déjà d'eux, puis le public, parce que soit le public les connaît, donc ce n'est pas la peine d'être redondant. Et puis moi, ça me permet de prendre des chemins de traverse. On va faire votre portrait, d'une certaine façon. Oui, alors allons-y, oui. On passe à la deuxième partie de cette émission. Donc je vais m'éclipser, zoom sur vous. On va vous proposer 4 mots et à vous de nous les commenter, de nous les expliquer, donner votre vision de ces mots. À tout à l'heure.
À tout à l'heure. Philippe Chevalier, comment vous sentez-vous? Mais ça va très bien. Ça va bien. Le premier mot que je vous propose est école. Eh bien, l'école, pour moi, c'est l'apprentissage, c'est le début. Ce sont des souvenirs, par définition, d'enfance, puisque j'ai la chance d'avoir été à l'école très jeune, très tôt, j'allais dire comme tout le monde, non, parce qu'il y a des gens qui, malheureusement, sur cette planète, ne vont pas à l'école. Je dis malheureusement parce que l'école, pour moi, est à la fois quelque chose de gai, quelque chose d'enrichissant, mais quelque chose de triste. L'école maternelle, par exemple, pour moi, c'est l'abandon de ma mère, parce que je me rappelle très bien le jour où je suis allé à l'école maternelle, je ne comprenais pas qu'on me laisse, c'était à Rennes, en 1960, ou 61, 60, oui, 61. Et j'ai pleuré parce que je me disais, mais pourquoi est-ce que je vais là avec d'autres petits-enfants que je ne connais pas et avec des dames que je ne connais pas, alors que j'étais très bien chez moi, dans mon coin. Après l'école primaire, c'était aussi... parce que ça, c'est vraiment l'école maternelle. Après l'école primaire, il y avait des platanes aussi dans une cour. C'était des écoles religieuses, d'ailleurs. Hein. Le vieux cours, l'école de la Tour d'Auvergne. Et alors après, au lycée, je n'avais pas assez l'âge de pleurer, évidemment, parce que j'étais en 6e, mais c'était empreint d'un sentiment de tristesse, puisque pour moi, Rennes, l'Ille-et-Vilaine, qui est un département que je chéris, parce que j'y ai vécu, j'y suis même né, parce que je suis né à Redon, et je suis malouin d'origine, c'est un département qui est gris. Ça ne veut pas dire qu'il soit pas enrichissant, qu'il soit pas beau, mais il y a une couleur grise, plus à Rennes qu'au bord de la mer, évidemment. Donc l'école, c'est ça, c'est l'apprentissage, et donc c'est un peu un déchirement, mais un déchirement nécessaire. Donc j'acceptais tout ce qui m'arrivait. J'étais plutôt bon élève, et j'étais en même temps fantaisiste. Et je crois que c'est là que j'ai commencé à faire rire mes camarades. À l'insu de mon plein gré, pour reprendre une formule sportive très connue maintenant. Un bon élève qui fait rire ses camarades. Pourquoi avoir choisi le droit par la suite et même, je crois, un diplôme de criminologie? Alors le droit, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Et en plus, je dirais, la raison a ses raisons que le cœur ne connaît pas. C'est-à-dire que j'ai fait mon droit par nécessité, parce que j'étais nul en maths, je voulais faire des lettres, et mon père, qui était juriste, me dit « Oh, les lettres, t'arriveras à rien, fais donc des études de droit ». Donc j'ai fait des études de droit, j'allais dire pour mon plus grand malheur, parce que ça a été une souffrance pour moi, ça m'enquiquinait, je ne comprenais rien du tout. Et j'ai trouvé une sorte de libération dans le droit pénal, qui traitait de la patte humaine et de la nature humaine, si bien que en maîtrise de droit, j'ai choisi une section criminologie. Donc j'ai un diplôme de criminologie où là, je tâtais un peu de tout. Il y avait de la psychiatrie criminelle, il y avait de la psychanalyse, il y avait aussi il y avait de la psychologie du droit, etc., de la philosophie du droit. Il y avait aussi d'autres matières plus techniques, comme la police technique, comme les cours de procédure pénale, ça m'ennuyait au plus haut point, et même de la médecine légale. Je peux vous dire que je regardais ça de très très loin, la médecine légale. Mais toujours est-il que malgré l'échec que j'ai eu, parce que je n'ai pas eu ma maîtrise, et après j'ai abandonné, et en revanche, mon diplôme de criminologie a été validé. Donc j'ai effectivement un diplôme de criminologie, et j'allais dire ça me fait une belle jambe, mais c'est une formation, c'est un machin. Mais c'est vrai que je n'étais pas passionné par mes études de droit. Ça ne vous a pas aidé par la suite? Vous qui faites des portraits, justement. La criminologie? Disséquer l'âme humaine? Oui, vous savez, là aussi, il y a la théorie et la pratique. C'est-à-dire que... non, c'est vrai que je me suis toujours intéressé à la psychologie. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai réussi à avoir mon diplôme de criminologie parce que j'ai été interrogé par un psychiatre qui m'a demandé la théorie de la névrose. Et comme cette matière avait un coefficient très important et que je suis depuis très longtemps un grand névrosé obsessionnel,
évidemment, pour moi, c'était du pain béni et j'ai eu 20 sur 20. C'est grâce à ça que j'ai eu mon diplôme de criminologie. Voilà. Donc, c'est vrai que je m'intéresse à ce qui peut se passer dans la tête des gens, oui. Est-ce que ça m'a aidé? Vous savez, je ne sais pas. Vous savez, j'ai malgré tout un diplôme de droit. Je suis incapable de lire un contrat parce que ça m'enquiquine. Donc, et Laspalès, qui n'a pas fait d'études de droit, lui, il vous épluche un contrat avec beaucoup plus d'acuité que moi. Donc, il y a la formation, il y a la théorie et puis il y a la pratique. Ah oui. Quelle rencontre avec le théâtre, l'école? C'est aussi le théâtre, les cours Simon. Votre professeur, Françoise Angèle. Oui. Alors, Françoise Angèle, c'est une femme merveilleuse. Je parle d'elle à l'imparfait parce qu'elle est décédée il y a une dizaine d'années. Françoise Engel-Pia, parce qu'elle elle disait Françoise Angèle, E-N-G-E-L. Nous, on l'appelait Engel-Pia, c'était l'épouse de Jean Pia. C'est une femme merveilleuse. Vraiment une pédagogue hors pair, pétrie d'humour, et surtout qui avait compris que ce qui est important dans la pédagogie, c'est d'encourager les gens. Il y a tellement de professeurs, dans tous les domaines d'ailleurs, qui disent à leurs élèves qu'ils sont minables, qu'ils ne sont pas doués, qu'il faut qu'ils arrêtent, qu'elle, c'était le contraire. Elle passait d'ailleurs beaucoup de temps, ça agaçait d'ailleurs certains élèves qui se croyaient plus doués que les autres, elle passait beaucoup de temps à des gens, avec des élèves qui, incontestablement, n'étaient pas très doués. Bon. Alors, ceux qui se prenaient pour des cadors disaient « mais c'est quand même agaçant, elle a qu'à laisser tomber Marcel, qui est nul, etc. » Bon. Mais c'était sa conception de la vie. C'était d'aimer les autres et de les aider. Elle les a tellement aidés que quand j'ai suivi des cours avec elle et que j'ai rencontré Laspalès, elle nous a poussés à écrire nos propres textes. Elle nous a dit « être comédien, c'est bien, mais ça va être pléthorique dans quelques années. » Donc elle avait déjà une prescience, une vision des choses. Parce qu'il faut dire que quand on a commencé les cours en 78, j'étais au cours Simon en 78, il y avait trentaine de cours à Paris avec une moyenne de 200 élèves. Aujourd'hui, des cours d'art dramatique à Paris, il y en a 1000 et avec chacun 1500 élèves. Donc, c'est-à-dire que c'est pléthorique. Mais elle avait déjà compris que quand on est soi-même auteur, ça fait une corde de plus à son arc. Et elle nous a poussés, Laspalès et moi, pendant son enseignement, à écrire. Et à telle enseigne qu'on lui a proposé notre première pièce qu'on avait écrite tous les deux, qui s'appelait « Pas de fantaisie dans l'orangeade » et qu'on a joué devant nos camarades de classe. Et ça nous a permis après d'aller chez Bouvard, etc., etc. Donc c'était une femme extraordinaire. Elle était très drôle, très psychologue, et elle aimait les gens. Et je pense que la pédagogie, c'est d'aimer les gens, sinon il faut faire autre chose. Ça me permet de faire une transition vers notre deuxième mot, couple. Ah, le couple. Alors ça, le couple. C'est l'histoire du monsieur et de la dame. Alors maintenant, il y a des couples, monsieur et monsieur, madame et madame. Bon, mais dans une vision... Là, c'était monsieur et monsieur, un duo. Ah oui, mais je ne pensais pas à ça. C'est pour ça. Non, je ne pensais pas à ça. Moi, je pensais à mon couple. Ça me permettait de faire oui. Je pensais à ma conjugalité. Comme vous voulez, vous choisissez. Alors, le couple Laspalès-Chevalier, ça, c'est 35 ans de carrière, 35 ans de parcours, 35 ans de travail, 35 ans de joie et d'efforts aussi, mais de récompenses. On a été des enfants gâtés. Ce que je regrette, c'est que pour l'instant, ce couple soit scénique, soit mis entre parenthèses, et ce n'est pas de mon fait, mais je pense que peut-être que Régis avait envie de faire une pause, et c'est tout à fait légitime. Alors, au moment où vous quittez Régis, entre guillemets, bien sûr, je crois que c'est en 2016, c'est aussi cette année-là où vous vous mariez. Oui, mais alors il n'y a pas de relation de cause à effet. C'est vrai que le psychanalyste du coin, et je ne vous y assimile pas, pourrait y penser. Non, je crois qu'il y a des coïncidences comme ça dans la vie, puisque je me suis marié donc à 60 ans. À 60 ans. Après quand même déjà 7 ou 8 ans de vie commune avec celle qui est devenue ma femme. Et alors le couple, oui. Alors le couple, oui. Ça, là, oui, vous savez, c'est Paul Valéry qui disait « je ne veux pas écrire de roman parce que je ne veux pas écrire l'histoire du monsieur et de la dame. Et puis je ne veux pas écrire la marquise sortie à 5 heures. » Bon. Mais ça, c'est éternel. C'est la base de tout. C'est la base de tout dans ce que ça a de plus grandiose et dans ce que ça a aussi de plus petit. Mais c'est comme ça.
Vous êtes mariés depuis 5 ans maintenant? 5 ans, oui. C'est la première fois? C'est mon premier mariage. Oui, Et c'est mon pas à premier l'église, vous qui Non, avez alors une pas- éducation Oui, alors pas à très l'église catholique. parce que mon épouse, qui est d'origine sénégalaise, je crois, n'est pas baptisée. Alors, on aurait pu, si on avait voulu, je pense, on aurait pu trouver le moyen, parce que l'Église maintenant elle est très œcuménique et elle est très ouverte. Mais on n'en a pas senti la nécessité. Et moi, ça m'aurait fait plaisir. Bon, il n'est peut-être pas trop tard. Je ne suis pas divorcé. Ma femme n'est pas baptisée, mais il n'est jamais trop tard. Et pourquoi non? Oui, effectivement. Mais alors, en plus, on s'est mariés parce que mon épouse Tiffany est quand même très spéciale. Elle voulait qu'on se marie dans l'intimité. Alors effectivement, on s'est mariés dans l'intimité. On s'est mariés à la mairie du 16e et on n'était que 4. Il y avait ces 2 témoins et les 2 mariés, c'est tout. Après, on a fait un dîner chez un ami restaurateur qui est adorable, où on était 10. Donc c'était vraiment plus intime. Alors si il avait fallu qu'on se marie à l'église, ça aurait fait un petit peu, ça aurait été un peu chichois. Voilà. Vous auriez invité plus de monde. C'est pas sûr parce que Tiffany est très, elle a une sorte de timidité sociale qui fait que non, elle ne tenait pas, elle est encore là-dessus, comme on dit, à cheval en arrière de la main. Mais c'est comme ça, il faut prendre les choses comme elles viennent et comme elles se présentent. Pourquoi ce mariage aussi tardif, finalement? Vous le disiez, vous aviez 60 ans. Ce mariage est à la pourtant, fois... les femmes, Oui, oui. vous en avez connu. Elles ont été importantes dans votre vie? Oui, que si je pouvais reprendre, même dans cette télévision catholique, l'expression de Philippe Bouvard, parce que vous savez que j'ai une grande vénération pour Philippe Bouvard. Philippe Bouvard a toujours des formules extraordinaires. Et il dit, il y a eu du passage. Oui, je pourrais dire que j'ai connu un certain nombre de femmes, oui, mais je n'étais jamais tombé amoureux au point de vouloir me marier avec elles. Et là, j'ai trouvé l'occasion d'être amoureux et de me marier. En revanche, là où le bas blesse, c'est que je n'ai pas d'enfant, parce que je crois avoir épousé, j'allais dire, la seule africaine qui ne veut pas avoir d'enfant. Et malheureusement, je crois que ça n'est pas la seule. Il y a une espèce de courant, depuis quelques années, chez les jeunes africaines, très bien intégrées en France, puisqu'elle est en France depuis très longtemps, même si elle est née au Sénégal. Il y a chez beaucoup de ses amis, une volonté chez ces jeunes femmes de ne pas avoir d'enfants. Et je ne sais pas à quoi ça correspond. Est-ce que c'est l'expression d'un mal-être, d'un déracinement qui n'est pas assumé pleinement? Je ne sais pas. Je ne peux pas me poser... Il y a beaucoup de questions sur lesquelles je suis très agnostique, c'est-à-dire je ne cherche pas à avoir de réponse. C'est un regret. Ah bah oui, j'aurais bien aimé avoir une petite fille métisse ou un petit garçon. J'aurais pris ce qui se serait trouvé, par la grâce de Dieu. Mais pour l'instant, non. Et je crois que je ne vais pas. Puis je veux pas. Alors je disais souvent aussi à Bouvard, ça l'amusait beaucoup. Vous savez, à mon âge, je vais peut-être tout de suite être grand-père avant d'être père, parce que c'est pas que je ne me sens pas capable d'avoir un enfant, mais il faut quand même l'élever. 65 ans d'écart, c'est pas rien. Et puis de toute façon, malheureusement ou heureusement, la question ne se pose pas, pour l'instant. Je vous propose notre 3e mot. Bretagne. Ah, la Bretagne. Bien sûr, j'allais dire. Alors la Bretagne, c'est toute ma vie. On a écrit un film avec Las Palais et Jean-Jacques Perroni, notre complice de toujours, réalisé par un fou furieux qui s'appelle Jean-Pierre Jackson, un film qui est sorti en 98 qui s'appelait « Ça n'empêche pas les sentiments ». Et ce film dans lequel je disais à un moment donné « Mais la mer, c'est toute ma vie ». Mon père était éclusier à Guéret. Bon. La Bretagne, c'est toute ma vie. Enfin, c'est une partie de ma vie, puisque je ne suis breton qu'à 50%, puisque ma mère était d'origine berrichonne, un peu normande, un peu parisienne. Enfin, c'était elle-même un mélange. En revanche, les chevaliers sont de Cancale et de Saint-Malo depuis des siècles. Et je n'ai pas vécu à Saint-Malo, mais je connais Saint-Malo comme ma poche, puisque j'y ai passé toutes mes vacances depuis que je suis né. Donc je suis d'origine malouine et cancalaise. Alors la Bretagne, je serais tenté de dire que c'est le plus beau pays du monde, même si je suis aussi très méridional de cœur, parce que j'aime beaucoup le Midi. En fait, j'aime tout. Vous savez, moi, pour ne pas me faire aimer quelque chose, j'embrasse
j'embrasse tout le monde et j'embrasse tout. Mais la Bretagne, on m'a demandé d'écrire, c'est peut-être sur ce point-là que vous voulez m'amener. Le sel de la Bretagne. Le sel de la Bretagne. J'ai coécrit avec des auteurs prestigieux qui font partie tous de l'Académie Bretagne, un livre qui s'appelle Le sel de la Bretagne, je regarde le titre mais vous venez de le dire, dans lequel il y a donc un aréopage de gens très prestigieux. Ça va de Irène Frein à Jean-Paul Kaufmann, Yann Kefelec, Alan Stivell, un texte de Daniel Gélin qui a été évidemment exhumé, pas Daniel Gélin mais son texte, etc. etc. Et on nous a demandé, et Jean Botorel, c'est mon ami Jean Botorel, c'est grâce à lui d'ailleurs que j'ai pu accéder à cet honneur insigne d'écrire avec un tel panel de grands écrivains. Jean Botorel, qui est un breton bretonnant du Finistère, qui est un vrai breton, comme disent certains qui sont finistériens, et qui regardent avec une certaine contemption les pauvres gens de Haute-Bretagne dont je fais partie, les gens d'Ille-et-Vilaine par exemple. Jean Botorel m'a demandé, ainsi qu'à tous les autres, d'exprimer ce qu'était pour eux la Madeleine de Proust, donc par définition de l'enfant, puisque qui dit Madeleine de Proust dit souvenir, et souvenir lointain, donc souvenir enfantin. Alors pour moi, la Bretagne, c'est la religion. Enfin, ma Bretagne, c'est-à-dire, j'ai pas beaucoup lu Renan, je vous le dis tout de suite, j'ai lu un peu Chateaubriand, mais plus les mémoires que le génie du christianisme. Et c'est vrai que j'ai été bercé par une grand-mère paternelle cancalaise qui avait épousé un Malouin, qui était veuve assez jeune et confite en dévotion, donc j'ai toujours vu habillée en noir, et qui, dès qu'elle avait l'occasion d'aller faire une prière à la basilique Saint-Sauveur de Rennes, m'emmenait par la main, prétextant un voyage au parc du Tabor, comme je le dis d'ailleurs à Rennes, le grand parc, c'est le Tabor, ça ne s'invente pas. C'est pas le parc de la Fontaine ou des Castagnettes, c'est le Tabor. Le Mont Tabor. Oui, c'est ça, oui, bien sûr. C'est le lieu de transfiguration du Christ. Bien sûr. Et donc, elle m'emmenait faire sa prière à son mari, dont elle était évidemment séparée et ramenée à Dieu. Et elle parlait une langue que je ne comprenais pas, qui était pour moi un charabia. En plus, elle avait un petit roulement de R propre aux Cancalaises, un petit roulement de R très particulier. C'est ce que je décris dans ce livre. Et en fait, cette langue charabiesque, pour moi, c'était du latin. Mais je ne savais pas que c'était du latin. Et même plus tard, j'ai mis du temps à comprendre que c'était du latin, même en apprenant, en suivant des cours de latin après à l'école de la Tour d'Auvergne à Rennes, etc. Et c'est mon père qui m'a dit un jour, mais ce que te raconte ta grand-mère, donc ma mère, c'est du latin. Donc elle ne parlait pas latin, mais elle avait appris par cœur des litanies entières de textes latins. Et donc j'ai été imprégné par ça. Cette espèce de musique qui me berçait, dont je ne comprenais pas le sens, et qui fait d'ailleurs que d'une manière un peu paradoxale, et pas très sérieuse, j'aime bien ne pas comprendre ce qui est du domaine du sacré. Je ne cherche pas forcément le sens. Et alors, pourquoi je dis que la Bretagne, c'est la religion, et que la religion, c'est la Bretagne? Parce que je compare cette religion bretonne, qui est verticale pour moi, à la religion catholique en Bretagne, à la religion catholique dans le Midi, parce que j'ai vécu dans le Midi et j'adore le Midi. Oui, vous écrivez « La beauté catholique méridionale est apaisante, mais elle manque de sérieux ». Oui, parce que chez les Provençaux, on s'attend toujours à voir débarquer un tambourinaire, un berger, un joueur de fifre, et puis on est séduit par le regard de feu des gitanes ou des arlésiennes, qui sont dans ce cas-là bien présentes. Et donc on est distrait parce que d'abord les églises romanes, il y a des églises gothiques évidemment dans le Midi, mais les églises romanes sont plus horizontales. Donc je dis que la religion catholique dans le Midi est horizontale et pousse davantage aux profanes, alors que, parce qu'on regarde un petit peu dans le Midi, on regarde son voisin. Bon, à Saint-Malo, à Rennes, quand vous, ce gris des piliers vous incline à la prière solitaire, directement en relation avec Dieu, sans passer par ses voisins. Et c'est pour ça que je raconte que les fameux, vous savez, le baiser de paix qui a été instauré par ce que j'appelle un avatar de Vatican II, où on serre la pince de son voisin maintenant,
j'ai souvent remarqué qu'à Saint-Malo, par exemple, les gens ne se courent pas après pour se serrer la main. Alors que dans le Midi, si on peut se taper sur le ventre, on le fait bien volontiers. Voilà. Donc, mais ça, j'aime bien. C'est parfois plus chaleureux. Oui. Mais la Bretagne, c'est aussi une terre celte, les Corrigans, les petits lutins, les druides. C'est aussi une terre de superstition et de magie. Mais oui, c'est-à-dire que je pense que quand les Celtes, enfin quand les Bretons sont arrivés chez les Celtes, ils étaient déjà les Armoricains étaient déjà dans un rapport à Dieu à cause de la nature même, c'est-à-dire cette terre qui se mêle à la mer et qui se mêle au ciel, d'une manière beaucoup plus confuse que ce qu'il y a dans le Midi, où vous avez, si je pense par exemple à Paul Valéry, son cimetière marin sublime, il y a bien une différence entre la mer et le ciel. Alors que chez nous, ça se confond. Et ça se confond parce que c'est moins net. Et peut-être que ce sentiment de religiosité, je l'ai eu très tôt imbriqué chez moi avec ces messes, avec ces chants latins, avec ces chants religieux. C'est vrai que je trouve que ce n'est pas un hasard que Chateaubriand soit l'auteur du Génie du christianisme, soit originaire de Saint-Malo. Tout pousse à l'arbre. Parce que les Corrigans, les Stutzer, il y en a dans le Berry. Mais les Stutzer, ça reste une religion profane, si je puis dire. Si tant est qu'on puisse parler de religion profane. Mais le catholicisme est vraiment imbriqué en Bretagne. Cela étant, le catholicisme, il est aussi imbriqué dans la France entière. Hein, parce que c'est la problématique sociale qui nous occupe aujourd'hui. C'est qu'en fait, le catholicisme, ou la chrétienté, mais le catholicisme en particulier, est consubstantiel au génie français. Ça, on peut. Et les laïcs, ils sont gentils avec leur ligne Maginot de la laïcité. Mais c'est de la ligne Maginot, la laïcité. Le catholicisme fait partie intégrante de nous, qu'on le veuille ou non, depuis 1500 ans. Alors évidemment, il y a des coups de boutoir, mais je pense que la digue va résister. Poursuivons. La Bretagne, une terre profonde qui monte vers le ciel, c'était le titre de ce chapitre consacré dans le sel de la Bretagne. Notre quatrième mot est donc ciel. Alors le ciel. Alors le ciel, la première chose à laquelle je pense, c'est quand j'étais enfant, alors on revient encore un peu à la religion, j'écoutais à la télévision, on voyait à la télévision Tino Rossi qui chantait Petit Papa Noël. Et curieusement, moi qui étais déjà imprégné de la notion divine et du bon Dieu avec sa barbe blanche, j'entendais Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, pour moi c'était quand tu descendras du sel. Et je voyais le Père Noël descendre on avait à la maison un gros pot en terre, une espèce de pot de terre avec du gros sel. Et pour moi, le Petit Papa Noël descendait avec du sel. Alors c'est amusant, ça nous ramène à ce livre, Le sel de la Bretagne. Et donc le sel de la Bretagne se mélange dans mon sabir dans mon sabir pseudo-lacanien, se mélange avec le ciel. Alors voilà ce que je peux vous dire sur le ciel. Quel est votre ciel ? Celui de votre grand-mère qui prononçait Jésus, ou c'en est un autre, ou celui de l'Ankou, l'allégorie de la mort en Bretagne ? Ah oui, l'Ankou, oui. Ce serait plutôt parce que moi je suis un breton pas très bretonnant, c'est-à-dire que je suis un breton du pays gallo. Cela dit, les superstitions dans le pays gallo sont évidemment... Puis il ne faut pas non plus... Parce que parfois on a tendance à séparer en Bretagne, la Bretagne qui parle gallo, la Bretagne qui parle breton. C'est un peu plus complexe que ça, parce qu'on parlait breton au XVIIIe siècle, tout près de Saint-Malo par exemple. Entre Dinan et Saint-Malo, on parlait breton. Par exemple, à Ploubalay, qui est à 3 km de Dinard, on parlait breton, un vrai breton. Bon, donc c'est quand même... Mais, et puis Nantes, par exemple, est une terre pour moi complètement bretonne, authentiquement bretonne, géographiquement, culturellement, etc., historiquement. Bon. Alors, vous m'avez parlé de l'Ankou et vous aviez comme pendant Jésus, le fameux Jésus. Oui. De votre grand-mère, le Christ. Oui.
c'est Jésus notre Sauveur. J'ai été élevé dans une école catholique. Je suis d'ailleurs toujours profondément catholique, mais pas très pratiquant. Et j'ai comme alibi, c'est complètement idiot, parce qu'en même temps, j'ai beaucoup d'amis très, très œcuméniques, j'ai comme alibi de dire que justement, pour rejoindre ce que je vous disais tout à l'heure, Vatican II a fait un peu de dégâts. Alors comme Vatican II, selon moi, a fait un peu de dégâts, bon, je ne vais pas à la messe. Bon. Vous savez, il y a une phrase terrible de Céline, moi j'adore Céline, qui était un drôle de coco. Céline disait « Je m'intéresserai aux curés quand ils arrêteront de jouer au football ». Bon. Ce n'est pas très gentil parce que la dimension temporelle dans le spirituel, elle est quand même elle est importante. Et moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'ont été les prêtres ouvriers, pour le mouvement de l'ACI, etc. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser que je vénère la spiritualité catholique, même sans en être un client assidu, mais qu'à partir du moment où les curés s'occupent de temporel, j'ai envie de prendre mes distances. Mais ça n'empêche absolument pas l'admiration que je leur porte, le respect que je leur porte, etc. Vous savez, j'ai une tante qui était religieuse, qui était Saint-Vincent de Paul. Et c'était une Saint-Vincent de Paul, alors qui avait la foi à un degré extraordinaire, mais elle était plutôt, si j'ose dire, régulière, plus que séculaire. Mais elle a terminé sa vie dans une maison à Reuilly-Diderot, là. Et j'ai discuté souvent avec certaines de ses consoeurs qui, elles, avaient été sur le terrain, un petit peu à la manière de sœur Emmanuel, etc. Et quand vous voyez ces femmes-là parler de ce qu'était la misère, vous savez, on est très ému de ce qu'elles ont fait. Donc moi, je sais gré à cette religion catholique d'avoir fait beaucoup de bien et de ne pas être justement uniquement une religion de l'esprit. Mais c'est vrai que quand les curés, parfois, quand les prêtres sont un peu trop dans le temporel ou se mêlent de social, mais de société, pas de social, bon, ça me casse un peu les pieds. Mais il y a eu en même temps, il y a eu un revirement avec Jean-Paul II. Jean-Paul II a repris un peu les rênes, Benoît XVI aussi. Alors là, on a le terrible jésuite. Et c'est pas facile de suivre ces méandres intellectuels et spirituels. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Non, c'est intéressant. Je sais pas. C'est-à-dire, le pape François ? Le pape François, il est très... c'est-à-dire qu'on a envie de lui dire, pour employer la formule de Péguy à propos des Kantiens, vous avez les mains blanches parce que vous n'avez pas de mains. Parce que c'est vrai que Jésus l'a dit, accueillez toute la misère du monde. Mais dans nos sociétés occidentales, où il y a une vraie crise de société, qui est une crise d'abord spirituelle, qui a des effets sur notre crise, cette fois-ci sociologique, il y a des gens qui légitimement disent on ne peut pas accueillir toute la misère du monde en France parce que nous-mêmes, nous sommes pauvres, nous-mêmes, nous n'avons pas de quoi manger, etc., etc. Donc quand le pape dit « il y a plus malheureux que vous », ou quand certains acteurs, par exemple, je connais des acteurs qui sont toujours à distribuer la bonne parole. Michel Rocard le disait aussi. Oui, mais il l'a dit. Il l'a dit, mais ça n'a pas été suivi d'effet. Parce que la problématique de l'immigration ne s'est jamais posée en France. On n'osait pas la poser. Il y avait quelqu'un qui la posait, qui est un vieux monsieur et qui était borgne. Lui, il la posait, cette problématique de l'immigration. D'ailleurs, maintenant, on en revient un petit peu des années après. Enfin, on s'accorde, on accorde nos violons sur ce qu'il disait il y a déjà 50 ans. C'est bien que pour en venir au pape, quand il dit « c'est votre devoir de chrétien d'accueillir les plus pauvres », oui, mais dans la pratique, comment ça se passe dans la pratique ? C'est pour ça que je dis qu'il a un petit côté kantien. Mais je ne peux pas aller plus avant. Je suis malheureusement pas théosophe, enfin théologien. Je ne suis pas philosophe. Voilà, théosophie, mais c'est vrai qu'on... Voilà. Je ne sais pas si mes silences et mes atermoiements de vocabulaire sont plus éloquents que mon babil, mais je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
chers Oui, téléspectateurs. si. Je crois qu'on vous entend, on vous comprend. Quel est votre ciel, pour finir? Oh, bah, mon ciel, c'est le repos éternel, mais j'aimerais que ce repos éternel soit... vous savez, j'ai critiqué la temporalité, mais j'aimerais bien qu'il soit aussi dans la temporalité. C'est vrai que on voudrait un petit peu on voudrait une humanité plus apaisée, une humanité qui soit moins... Enfin, quand on pense, par exemple, qu'un habitant sur deux sur cette planète, je crois qu'il y a 7 milliards d'habitants, donc il y a 3,5 milliards d'habitants qui ont soit un smartphone, soit un ordinateur. Sur ces 3,5 milliards, il y en a plus de la moitié qui ne sait ni lire ni écrire et qui crèvent de faim. On est quand même dans un monde où le mondialisme marchand, mercantile, et vous savez, je suis en train de lire en ce moment La France contre les robots de Bernanos. Il a écrit ça en 1946. Mais il parle de la France d'aujourd'hui, mais il parle de l'Europe d'aujourd'hui. Il parle du monde d'aujourd'hui. Voilà un grand chrétien, Bernanos. C'est ça qui fait de la peine. C'est-à-dire que nous ne sommes plus des hommes de liberté, nous ne sommes plus des hommes de paix, on n'est plus des hommes de quiétude. En même temps, moi je dis ça, je ne suis jamais allé à la guerre. Moi j'ai beaucoup d'admiration pour les militaires, parce que d'abord je pense que physiquement je suis très lâche. Ça, je suis très lâche physiquement. Ça, moi je serais incapable de tenir un fusil. Enfin, j'ai le courage de le dire. Et moralement? Moralement, je ne pense pas être trop lâche. Non, ça je ne crois pas. Merci Philippe Chevalier. Merci à vous. Je vais revenir auprès de vous pour la toute dernière bien, partie. ouais. Quelques petites minutes encore. D'accord. À tout de suite. Philippe Chevalier, comment avez-vous apprécié cet exercice? C'est très sympathique, mais c'est une véritable psychanalyse, c'est une véritable catharsis. Psychanalyse ou Non. confessionnal? Alors voilà, j'allais C'est dire... entre les deux. Voilà. Non, mais alors, c'est pas la confession, je vais vous dire pourquoi, parce que je n'avais rien fait de mal. Je n'ai rien dit. Quand on se confesse, c'est pour avouer des turpitudes terribles. Vous n'étiez pas à confesse. Et là, pas du tout. Là, j'ai dit au contraire, j'ai montré le mieux de moi. Le meilleur de Je me vous-même. suis montré tel un agneau qui venait de naître. Donc c'est un petit peu sournois. Dans la confession, on n'a pas le droit de sournois. Mais là, dans une interview, de dire tout ce que... Ah non, certainement pas. Pas avec nous. Ouais, non, certainement pas. Bon, en tout cas, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Prêté à cet exercice, Oui, c'était très agréable. d'avoir partagé ce moment. Je rappelle donc que vous êtes à l'affiche de 2 pièces, donc une qui redémarre, Panique au ministère, où vous campez un ministre de l'Éducation nationale. Un peu idiot, ce qui est très, très amusant à faire, et c'est pas difficile. Et, enfin, idiot, pas tant que ça, en fait, mais apparemment idiot. Et puis, dans les Tontons farceurs, un tenancier de cabaret un peu louche. Et deuxième pièce, effectivement, ça c'est une nouveauté. Et dans les 2 cas, je suis entouré de stars. Nathalie Marquet. Alors, Nathalie Marquet, les Tontons farceurs, et d'autres comédiens. Nathalie Marquet-Pernot. Et dans la première, Julie Arnold et Rebecca Hampton, qui sont aussi des actrices d'abord délicieuses, charmantes et très connues. Et là, vous commencez vos tournées partout en France ou proche de Paris, pas encore complètement... Alors, on va jouer à Longjumeau le 30 octobre. Là, ça, ce sera Panique au ministère. En fait, ça va vraiment... Enfin, Panique au ministère, on fait quand même une quinzaine de dates jusqu'à fin décembre, jusqu'à Noël. Et puis, les Tontons farceurs, on en fait 7 ou 8, donc c'est encore un peu dispersé. Oui. Mais ça va vraiment réattaquer janvier, février, mars, avril, là, de manière très intense. Donc l'année prochaine, 2022... oui, ça va être costaud. Les planches vont brûler. Oui. Est-ce qu'on va pouvoir vous revoir avec Régis Laspalès un jour? Écoutez, ça, Dieu seul le sait. Pour l'instant... Vous le souhaitez? Oh, moi j'aimerais bien, oui. Ouais. Mais pour l'instant, je pense... pas beaucoup. Non, honnêtement, pas beaucoup. Puis là, il commence une pièce à Paris avec Marianne Chazelle, au Théâtre des Variétés. Non, on est toujours en très bons termes. Hein. Mais c'est vrai que les liens se sont un peu distendus parce que... Et puis vous savez, Laspalès est un individu très secret. Il fait ce qu'il a à faire et puis c'est tout. Et puis, je ne peux pas lui en vouloir. On se connaît depuis 40 ans. On a travaillé 35 ans ensemble. Il en avait peut-être un peu marre. Je suis peut-être un petit peu fatigant, j'en sais rien.
C'est difficile, les ruptures, quand même. C'est une vraie rupture professionnelle, c'est vrai. Mais il faut savoir sauter les obstacles. Je ne sais pas si vous êtes cavalière, mais... je le suis. Voilà, vous l'êtes, c'est ça, oui, c'est ce qu'on avait dit. Chevalier et cavalier. Voilà. Et dans la vie, il faut prendre ce qui se présente. Il ne faut pas pleurer sur son sort. En plus, moi, j'estime que je suis un individu privilégié, parce que je suis en bonne santé. C'est la base. C'est la base. Surtout il y a tellement de gens. Vous savez, j'ai des amis en ce moment. J'ai 2 amis, un homme et une femme, qui sont assez malades. Bon, il n'y a pas de raison qu'ils ne s'en sortent pas. Mais je veux dire, c'est pas rigolo. Hein. C'est pas rigolo d'être malade. Je ne parle pas d'un rhume. Hein. Bien sûr, on est bien d'accord. C'est le fondement. Voilà, c'est la base. Donc tout va bien. Oui. Bon. Merci beaucoup encore, merci à vous. Philippe Chevalier. Merci à vous. Derrière vos écrans, comme vous le savez, vous pouvez retrouver Lumière intérieure sur ktotv.com. À la semaine prochaine.